Sinon, les marchés de futurs, moi je les aborde un peu comme l'euro-dollar aussi, parce que l'euro-dollar cote sur les futurs, tu sais. Donc, sur le forex, l'euro-dollar, je les travaille de la même manière, c'est-à-dire à la fois chartiste technique. Tu pars d'analyse de fond, tu regardes la tendance générale, avec des moyennes mobiles, par exemple long terme, même si tu veux, tu te fais une idée comme ça. Tu te fais une idée, déjà une première idée, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Puis après, tu essaies d'affiner ton jugement, d'aller de plus en plus dans le très court terme. Enfin, très court terme, je préviens tout de suite, je ne fais pas que ça. L'image que j'ai, je regarde ta caméra, je ne fais pas que ça. L'image que j'ai sur BFM, évidemment, je passe tous les jours. C'est QSA qui fait de l'intraday. Non, je fais tout. Je fais du court, du long, du moyen. J'ai des positions. J'ai même fait des opérations sur des actions où j'ai laissé porter pendant des années, où j'ai ramassé, revendu, ramassé, revendu, ramassé, revendu. Sistar. Tu te souviens de Sistar? J'en ai parlé pendant des années. Je l'ai travaillé pendant des années. Ça finit par une OPA. On repart sur le prix qu'on espérait. Mais je vous avais dit, ça finirait par une OPA, Sistar. Si tu regardes tes anciennes vidéos, j'en ai parlé à de nombreuses reprises. Sistar. Ça allait vachement revenir dans l'ensemble de l'histoire. Ouais. Et pour les positions que tu évoquais là, quel genre de support tu utilises? Tout. Les opérations à long terme, je les fais surtout. Moi, j'en fais surtout sur des actions. Et puis sur les indices, voilà, j'en fais. Sur les options, à travers les options. Ouais. Tu commences à me connaître. Ouais, mais bon, c'est. Alors après, ça dépend ce qu'on fait. Tu vois, par exemple, s'il y avait s'il y avait une très forte vol, je vendrais des options à 6 mois. Mais je ne vais pas m'amuser à vendre du 6 mois avec des vols à. Alors, je sais pas, le spike de volatilité, il remonte. Hein. C'est tellement faible sur le mois de février, mars, enfin, maintenant c'est mars-avril, que tu vois, tu as ta volatilité qui remonte avec le temps. C'est-à-dire la volatilité, tu regardes à un mois, elle est à 12, je sais pas, à 3 mois, sur le trimestre, elle va être à 13,5, 14, et puis après, alors elle fait ça, comme ça, puis elle rebaisse après, mais elle va remonter, peut-être jusqu'à 15, un truc comme ça, tu vois. Elle est à 11 ce matin. T'es à 11,5, 12, je crois. Oui. 11 et quelques. 11,82, je crois. À un moment donné, j'ai regardé, c'était à peu près ça. Non, mais c'est intéressant. Et donc, vous allez travailler en 3 dimensions après. Du jeu, c'est ça. C'est la grande difficulté que vous avez, et qu'on a tous, hein, c'est de travailler le prix. C'est-à-dire, tu achètes bas pour vendre haut, tu vends haut pour acheter bas. Et faire de l'argent, c'est pas ça. C'est travailler en 3 dimensions. Le prix, le temps, la vol. Après, il faut apprendre à le faire. C'est pas non plus très compliqué, mais il faut bosser. Le prix, le temps. Et la volatilité. La volatilité, aujourd'hui, tu vas l'acheter. Donc, partons du principe que Fabien disait tout à l'heure, comme elle n'est pas chère, je voudrais acheter du VIX. Et moi, je lui ai répondu, achète des... Oui, mais achète des calls, tu ne vas pas les payer cher et tu vas les exploiter. C'est-à-dire que tu vas faire du synthétique, tu vas faire des choses avec, mais il vaut mieux acheter l'option, parce que tu vas partir du principe que tu vas la perdre, éventuellement. Et comme tu ne l'as pas payé cher, c'est pas grave. À côté, tu vas faire des écarts, des opérations qui vont faire que tu vas gagner de l'argent plus que la valeur du call. Tu vas travailler des risques extrêmement limités, parce que tu vas te fermer ton risque avec le call ou avec le put, et tu vas exploiter tu vas travailler sur le sous-jacent. Donc, par exemple, si tu es sur le CAC 40, tu achètes des calls CAC 40, des puts CAC 40, hein, et tu fais du futur CAC 40, ou du CFD, si vous voulez faire du CFD. Hein. Mais les options, il faut le faire sur un centralisé. Hein. Ne faites pas de binaire, ne faites pas tous ces trucs-là, c'est pas fait pour vous. Ni pour moi d'ailleurs, c'est de la merde. Et les frais sur option peuvent être bas sur certains brokers? C'est bas par rapport au prix, c'est bas. Tu sais, ce qui va te coûter peut-être plus cher, enfin, moi, c'est ce que j'explique parfois dans les formations, mais un bon broker, c'est quelqu'un qui va à la fois te faire un prix correct, une gestion de couverture correcte, et qui va t'apporter la possibilité
et d'avoir au bout du fil quelqu'un qui puisse savoir ce de quoi il parle et qui va te répondre, et qui va te déboucler ton problème s'il y en a un. Qui va, je sais pas, moi, en tout cas, qui répondra à tes questions si tu en as ou sur le plan technique. Après, évidemment, la sûreté de ton cash, etc., etc. En gros, le capital, c'est un fonds. Pour faire des options, Non, je parle du. 50 000 pour faire des options, c'est bon. D'accord. Tu peux commencer à 20, mais 50 c'est bien. Vas-y, c'était quoi ça? On peut choisir donc, son broker en fonction du capital. Ben, nous, si tu veux, au départ, on dit toujours aux gens, écoutez, vous faites le stage futur, tu mets 5, 10 000 sur un CFD et tu t'entraînes à 1 euro du point. Ça ne te coûtera jamais cher, tu vois. 1, 2, 3 euros du point, parce que nous, on va fractionner un peu les engagements qu'on va mettre en place. Alors 1, 2, 3 ou 2, 4, 6, tu vois, nous, on travaille par tiers de position, par exemple. On dit, voilà, au maximum, on fait 9 lots, enfin 9 euros du point, et tu dis un tiers, 2 tiers, 3 tiers. Bon, ben, ça ferait 3 euros, 3 euros, 3 euros, tu vois, voilà. Et il va rien t'arriver. Enfin, je veux dire, au pire, tu vas gagner 50 euros, perdre 150, enfin, gagner 100. Ça va se jouer à quelques 50, 100 euros par jour. En plus, en moins, enfin, bon, même perdre 100 euros dans la journée, il faut le faire. Donc, voilà, et comme tu vas être détaché du prix, de la perte, tu vas appliquer la méthode d'une manière systématique et tu vas prendre confiance comme ça. Après, il faut comparer ce que tu as fait avec ce que tu aurais dû faire, etc. Enfin, il y a tout un passage de finance comportementale, si tu veux, dans le stage, où on t'explique, une fois que tu as appris les règles de fonctionnement et la méthode, pourquoi tu ne la respectes pas. En fait, tu vas mesurer une divergence entre ce que tu aurais dû faire et ce que tu as fait. Et cette divergence, qui est souvent évidemment négative, va mesurer un confort psychologique que tu as en fait. Mais c'est un confort psychologique, c'est que tu n'y crois pas. Tu penses que la méthode n'est pas bonne. Par contre, là je vois le portefeuille à hauteur de 100 000 euros. Maintenant, la responsabilité du broker en cas de. Quand on sait que même une banque n'est pas à l'abri d'une faillite, et on l'a vu. En France, les contraintes sont hyper dures. Enfin, les brokers, ils ont un cahier des charges à respecter qui est hyper rigoureux. Le risque zéro n'existant pas, est-ce que c'est sage de mettre 100 000, sachant que. Bon, si vous le faites, c'est que vous avez confiance. C'est mon métier, moi je gagne ma vie comme ça, donc de toute façon j'ai pas le choix, qu'est-ce que je fasse? Mettre moins. On dit de pas. Ouais, mais il faut que je mange à la fin du mois. Donc moi j'ai démarré avec zéro, avec 10 000 balles de ma paye de surveillant, de pion, tu vois. Alors je jouais comme un fou, mais j'ai plus envie de jouer comme un fou, moi. Attends, j'ai 57 balais, donc aujourd'hui si je peux jouer avec un petit, tu vois, quelques sous sans prendre trop de risques et de gagner de la même manière quelques euros par mois, je le fais d'une manière moins stressée que je l'ai fait il y a 30 ans, tu vois. Donc je suis bien obligé de mettre des sommes qui vont plus s'approcher en effet du million d'euros que de 100 000 balles. Mais je vais mettre un peu d'argent là, un peu d'argent là, un peu d'argent là. Même si j'ai confiance dans tous les brokers avec qui je bosse. A priori, je ne pense pas qu'ils vont disparaître, bien évidemment. Il y en a un là qui a disparu. Enfin, c'est pas en France en tout cas, mais aux États-Unis, c'est FXM. Donc c'est pas impossible quoi. Alors attention, ils n'ont pas disparu. Non, non, c'est pas la même chose. Ils ont eu un coup avec la BNS, ils ont été recapitalisés, enfin on leur a prêté de l'argent à un taux délirant. Enfin bon. Donc déjà à partir de ce jour-là, tu sais qu'FXM, ils sont morts. Mais ils sont morts en tant que structure telle qu'ils étaient à l'époque, c'est tout. Après, ils existent encore. Là, ça va faire du bruit sur quand il va mettre ça sur Vidéo-Ours. Oh, les tweets qui vont. Tu vas falloir que tu modères. Hein. Non, mais je vais rester objectif. Hein, mais moi, je ne suis pas un spécialiste dossier. Après, FXCM a été accusé. Manifestement, il y a des preuves comme quoi ils avaient quand même fait des choses pas très claires aux États-Unis. Ils ont perdu leur agrément, etc., etc. Donc ça leur a mis un deuxième pain. Mais les gens, ils n'ont pas perdu leur argent. Ils ont récupéré. Et puis la structure qui existe en France, elle existe encore. Après, si tu me dis c'est moins solide qu'avant, probablement. Probablement. Moi, je ne suis pas client, mais je connais des gens
La semaine dernière, ils sont venus me voir, ils m'ont dit Jean-Louis, est-ce que tu crois que c'est normal? J'ai demandé à retirer mon argent, on m'a dit pas plus d'un tiers. Après, comment? Ben, Fixem a répondu à son client, oui, on va vous donner votre argent, mais en plusieurs fois, et aujourd'hui, en tout cas, pas plus d'un tiers. Après, je sais pas, je n'ai pas étudié le dessous des choses, mais aujourd'hui, tu demandes à ta banque ton pognon, ils ne vont pas tout te donner non plus. Alors bon, est-ce que c'est parce qu'ils sont dans le trou, ou est-ce que tout simplement c'est des problèmes autres? Je n'en sais rien. Moi, si tu veux, si j'ai un avis clair et net, t'inquiète pas, je te le donnerai. Mais là, je ne sais pas. C'est pas ça, il y a un problème, mais je ne sais pas si c'est mortel ou pas mortel. Par contre, techniquement, Jean-Louis, à tout moment, vous pouvez récupérer vos fonds. Vos 100 000 euros, est-ce qu'on peut vous faire, entre guillemets, barrage et dans le... Oui, est-ce que... Toi, je travaillais avec des Italiens qui s'appelaient IW Bank, j'avais pas beaucoup là-bas, j'avais 300 000. Je les ai récupérés en plusieurs morceaux. Voilà. Mais je les ai récupérés, mais en plusieurs fois. On faisait des mouvements, en plus après tu déclenches des trucs, alors je sais plus, moi c'est vraiment moi qui m'en occupe, mais on les a récupérés en 45, 49 000, il fallait, je crois que l'idée c'était de ne pas dépasser 50 000, je ne sais plus pourquoi, enfin bon, sinon c'était plus long, chez W, puis je ne sais pas quoi, enfin. Donc ça ne me surprend pas forcément. Bon, maintenant, si c'est une petite somme qu'on me dit en 3 fois, là ça m'inquiète davantage. Mais je ne serai pas catégorique, je ne sais pas. Sur la FXM, je parle. Je ne sais pas. Et ce portefeuille, il transite sur des comptes, on va dire, bancaires. J'imagine. Ah mais quand tu travailles avec un courtier, c'est pas une banque, donc l'argent doit partir de ta banque. Ta banque doit savoir où est-ce que tu envoies l'argent. Et ça, c'est les process habituels maintenant, avec les traces de tout ce que tu fais. Donc tu dois dire, ben, l'argent, je l'envoie chez telle banque pour faire du trading. Et enfin chez tel courtier, et le courtier renvoie l'argent sur cette banque-là. Il faut dire d'où vient l'argent aussi, le courtier. Bah ouais. Justifié. Bon, enfin, ça c'est...